Bonjour Monsieur Niambo et bienvenue encore une fois chez Africa. Vous avez souligné que la réforme de la facture normalisée est problématique dès le départ. Elle vient d'être lancée ce 1er décembre 2025. Cela est dû à des contradictions internes qui compliquent l'implémentation. D'abord, les technologies nécessaires sont souvent inaccessibles aux petites entreprises. Ensuite, le manque de formation et de sensibilisation des acteurs économiques rend l'adoption difficile. Enfin, l'absence de soutien institutionnel fragilise l'ensemble du projet, le rendant inefficace et confus. Ces facteurs combinés mettent en lumière les lacunes dans la planification de cette réforme. La première question est celle de savoir. Monsieur, pourquoi ? Vous avez qualifié la réforme de la facture normalisée d'une opération qui trébuche avant même d'avancer. Pourriez-vous expliquer de manière approfondie pourquoi, selon vous, cette réforme censée moderniser le système fiscal congolais semble déjà s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions internes? Bonjour cher Christophe, c'est moi qui vous remercie. La réforme trébuche parce qu'elle a été pensée comme un slogan administratif plutôt que comme une politique publique sérieuse. Son architecture repose sur un calendrier artificiel déconnecté des réalités logistiques, numériques et économiques du pays. Quand moins de 0,2% des assujettis ont reçu leur module de contrôle de facturation à 10 jours de la date butoir, cela n'est pas un retard, c'est un aveu d'impréparation nationale. Dites-nous, quels éléments concrets vous permettent d'affirmer que l'État n'était pas prêt à déployer une telle réforme? Plusieurs faits objectifs illustrent cette impréparation. Premièrement, aucun déploiement massif de matériel n'a précédé l'obligation et l'administration fiscale n'a pas présenté d'études d'impact préalable. Aucun centre public d'assistance technique n'était opérationnel. La plateforme numérique EDEF présentait déjà des dysfonctionnements majeurs. Ces éléments démontrent que l'État a annoncé une réforme dont il ne maîtrisait ni les prérequis ni les implications opérationnelles. Le choix de la date du 1er décembre 2025 pour un événement majeur suscite des interrogations. Certains estiment qu'il s'agit d'une erreur technique due à des délais de préparation insuffisants. D'autres, en revanche, y voient un choix politique délicat, peut-être influencé par des considérations stratégiques. Votre commentaire? Écoutez, c'est une date éminemment politique, imposée pour donner l'illusion d'un État réformateur, mais sans que le socle technique ne soit posé. Le problème n'est pas la date elle-même, mais la volonté de faire moderne, sans se donner les moyens d'être moderne. Le résultat est une réforme façade, ambitieuse en discours, vide en logistique. La modernisation fiscale est généralement présentée comme un levier de structuration de l'économie nationale. Pourquoi pensez-vous que, dans le cas congolais, cette modernité se transforme en caricature administrative? Déjà, j'insiste sur les infrastructures numériques, mais également parce que la modernité ne se proclame pas, elle se construit. Le gouvernement congolais a décrété la digitalisation avant d'assurer l'existence du digital. On impose des modules de facturation sans les fournir, on exige des logiciels homologués sans publier la liste des prestataires agréés. La réforme est moderne dans la forme, archaïque dans l'exécution. Quels enseignements la RDC aurait-elle dû tirer des expériences du Rwanda, du Kenya ou de l'Ouganda dans ce domaine? Écoutez, ces pays dont vous faites mention ont mis en œuvre leur système de manière progressive après des phases pilotes rigoureuses, des tests publics transparents et des campagnes de formation massive. Et au-delà de ce qui précède, ils ont fourni gratuitement les modules aux PME, ont communiqué la liste des prestataires agréés et ont instauré des structures d'assistance permanente. Malheureusement, le gouvernement congolais n'a appliqué aucun de ces standards. Quelles étapes essentielles manquent aujourd'hui dans le modèle congolais pour parler de véritable modernisation? On doit être clair sur cette question. Plusieurs étapes cruciales manquent. Sans une feuille de route claire et réaliste, la modernisation des services publics n'est qu'un rêve. La digitalisation préalable est essentielle pour préparer les démarches. Une formation nationale à grande échelle permettra d'équiper les employés. De plus, la mise à disposition gratuite ou subventionnée des MCF facilitera l'accès. Enfin, l'homologation transparente des logiciels assurera la confiance nécessaire à cette transition. Sans ces éléments, la modernisation n'est qu'une proclamation administrative. En quoi cette réforme affecte-t-elle de manière disproportionnée les entreprises, notamment les PME, qui constituent l'immense majorité du tissu économique congolais? Une question pertinente.
Les PME se retrouvent souvent coincées entre des exigences réglementaires et des ressources limitées. L'État congolais impose des normes techniques, mais sans fournir le matériel ou l'accompagnement nécessaire. Cela crée une situation paradoxale où ces entreprises, souhaitant se conformer, ne disposent pas des moyens pour le faire. En conséquence, elles deviennent des hors-la-loi involontaires. Ces PME, acteurs majeurs de notre économie, sont donc des victimes d'un système qu'elles n'ont pas choisi, rendant leur parcours encore plus difficile. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les opérateurs économiques sur le terrain? Et également, quels risques juridiques et économiques découlent de cette situation? Écoutez, pour la première préoccupation, il faut savoir que les risques sont multiples. Absence de modules de facturation disponibles, inexistence d'assistance technique, instabilité des plateformes numériques, coûts supplémentaires imposés par des prestataires privés non régulés. Tout cela dans un contexte de fragilité économique générale, qui finira par aggraver le contexte économique déjà difficile. Et sur le plan juridique, il faut noter que les entreprises risquent des sanctions injustes, un accroissement des coûts d'exploitation, une vulnérabilité accrue face à la corruption administrative et à terme une marginalisation dangereuse du secteur informel, ce dernier qui tient d'ailleurs l'économie congolaise, les vendeurs ambulants, mamans maraîchères et compagnie. Le climat des affaires s'en trouve sévèrement dégradé. Vous évoquez une capture de la réforme par les réseaux congolais d'affaires et le clientélisme. Pouvez-vous éclairer ce propos? Cette réforme est aujourd'hui instrumentalisée par des intérêts privés qui ont transformé une politique publique en marché de rente. Les prestataires agréés ne sont pas connus, les critères de sélection sont opaques et les entreprises proches du pouvoir semblent bénéficier d'un accès privilégié. De plus, certains ministres au gouvernement exploitent leur position pour faire des affaires au sommet de l'État avec le moyen de l'État congolais sans être inquiétés, alimentant un conflit d'intérêts soutenu par la mouvance. Qui profite réellement de cette réforme dans sa configuration actuelle? Et comment ce biais affecte-t-il l'équité fiscale et la concurrence économique? Cher Christophe, pourtant, ça saute aux yeux. Ce sont principalement des intermédiaires privés liés à des cercles politiques, des fournisseurs informels de solutions numériques et quelques opérateurs économiques privilégiés qui obtiennent les modules avant tout le monde. La réforme n'est pas équitable, elle est capturée. Au final, cela crée une distorsion grave. Des entreprises conformes par favoritisme face à des entreprises pénalisées par manque d'accès au matériel. Ce n'est plus une réforme fiscale, mais un instrument de sélectivité politique. L'équité disparaît, la confiance s'effondre.